François Vineuil a écrit 2 articles dans l'Action française consacrés à la critique du film Tony. Nous allons donc écouter successivement l'article du 1er mars 1935, suivi de l'article du 8 mars 1935. Notons également que François Vineuil fera un petit écho de ce film dans Je suis partout, daté du 23 février 1935 et qui ne sera pas ici reproduit. Texte intégral. Monsieur Jean Renoir court après un succès. On lui souhaite volontiers bonne chance dans cette poursuite. On n'a pas oublié sa chienne, son Boudu sauvé des eaux. 2 films pleins, bien articulés, l'un dans le registre tragique, l'autre dans le registre bouffon. Depuis, M. Jean Renoir a joué de malheur. Avec La Nuit du Carrefour, par la faute d'un scénario lamentablement effiloché. Avec Madame Bovary, travail probe, mais si maussade que son titre même ne put le sauver de la chute. Un peu désemparé, l'artiste a pu constater l'automne dernier l'accueil chaleureux fait à Angèle, même par ceux qui avaient pris le plus violent parti contre M. Marcel Pagnol dans la querelle du cinéma-théâtre et du cinéma-cinéma. Quelle terminologie! Le diable est qu'il faut bien l'employer, sous peine de ne plus être compris ou de noircir 2 colonnes pour expliquer sa métaphore. Monsieur Jean Renoir a donc accepté de collaborer avec Monsieur Pagnol, ce qui ne va pas sans une certaine abnégation quand on songe au cas que fait de la tâche du metteur en scène l'auteur de Marius. Comme on pouvait s'y attendre, le rôle de Monsieur Jean Renoir s'est trouvé du même coup singulièrement réduit. Entre Angèle et Tony, la filiation est si évidente que la responsabilité de l'œuvre doit bien revenir à Monsieur Pagnol. Il a découvert dans un journal un fait divers dont Martigues fut le théâtre voici 3 ou 4 ans. C'est un drame violent et navrant parmi les travailleurs cosmopolites de la côte. Un carrier corse, Tony, à vrai dire, nous n'apprenons qu'il est corse que par le programme, aime une Espagnole. Tony est timide, plein d'une délicatesse populaire, comme tous les amoureux sympathiques de M. Pagnol. La jeune fille ne le repousse pas, ne l'encourage qu'à demi, et comme l'idylle traîne, voilà qu'elle se laisse séduire par un grand Belge, très désagréable et très fort, qui joue les parigots irrésistibles. Tony, de déception, épouse sa logeuse, Marie, une petite noiraude ardente et vindicative. L'Espagnol prend le Belge. C'est aussitôt la guerre dans les 2 foyers et entre les 2 couples. Tony n'aime pas Marie, qu'il aime trop. Le Belge est une brute, ivrogne, noceur. Tony s'inquiète du sort de l'Espagnol, au point que Marie en prend ombrage, fait des scènes atroces, et, après une querelle plus violente que les autres, essaie de se noyer dans l'étang. On la repêche, mais elle chasse Tony de sa chambre. Tony va coucher dans les bois avec les bûcherons. De là, il peut guetter la fenêtre de l'Espagnol. Un matin, la tragédie se dénoue. L'Espagnol, que le Belge vient de fustiger, lâchement, le tue d'un coup de revolver. Tony se précipite. Il imagine naïvement de cacher le cadavre dans un fourré en simulant un suicide. Puis, il fuira avec l'Espagnol. Il est découvert durant sa macabre corvée, traqué par les gendarmes. L'Espagnol se dénonce pour le sauver. Trop tard. On vient d'abattre Tony d'un coup de fusil. Nous pensons que le cinéma ne trouve jamais meilleure matière que ces frustes et sombres histoires toutes d'instinct. Il y avait sans doute dans Tony les éléments d'un très beau film, dans un style ramassé et simplifié, comme les passions qu'il décrit, avec des accents posés sur les caractères contrastés de ces Provençaux, ces Corses sentimentaux, ce voyou du Nord, hâbleur, corrompu par les villes, cette petite Carmen sans malice, sans défense, dirait-on,
passive comme une arabe, et dont la fierté se réveille brusquement sous le fouet. Monsieur Pagnol s'en est-il douté? Certainement pas. Il n'a vu dans la pauvre tragédie de Tony que des supports à ses couplets. Dans Angèle, sujet purement moral, si proche de Fanny par son thème de théâtre bourgeois, au sens du XVIIIe siècle du mot, ces couplets étaient charmants. On s'apercevait bien que le cinéma ne s'en accommodait qu'à grand-peine, ne les absorbait pas sans difficulté, mais on se sentait malgré tout flatté que M. Pagnol ait mis autant de coquetterie, de soin et de verve dans un texte vulgairement destiné à l'écran. La littérature ne perçait, vraiment inopportune, que dans l'interminable duo de l'épilogue. Tony offrait à M. Marcel Pagnol l'occasion d'une expérience très neuve sur un clavier plus âpre qu'il n'avait jamais employé. Malheureusement, avec cette nonchalance qui est dans la nature de son talent, mais que l'on ne trouve guère de mise ici, il a simplement traité Tony comme une redite. Et comme tous ceux qui se répètent, ce sont les moins bons côtés de l'œuvre précédente qu'il développe. La jactance fleurie des héros d'Angèle demeurait dans le ton d'un vigneron latin. Tony devient du gongorisme plébéien. « Tais, dit le Carrier à son amoureuse, quand je fais sauter la mine, c'est ton visage que je vois dans la fumée de l'explosion. » Même quand il ne s'abandonne pas à de telles métaphores, les personnages doivent filer la tirade d'une coupe très calculée, où quelques mots du cru sont piqués pour créer une illusion de couleur locale. Pour la première fois, dans un film provençal, l'auteur de Marius, de Fanny et d'Angèle perd le contact avec son terroir. Pis même, on voit poindre ici et là, dans telle répartie, telle anecdote, l'affreuse histoire marseillaise. Et tout cela, mêlé, n'en finit plus. C'est à croire que M. Pagnol a tenu à placer tous les fonds de tiroir, toutes les tombées d'Angèle. Devant ce récit purement verbal, devant la rigidité scénique d'un découpage qui se refuse à employer même les simples commodités matérielles du cinéma, M. Jean Renoir se trouve réduit à une besogne de régisseur. Rien ne semblait mieux désigner que les moyens physiques du cinéma, l'ellipse, la cadence, les violents contrastes de plans, pour raconter des passions à l'état brut. Mais on doit les ignorer obstinément pour placer les textes de M. Pagnol. Le seul effet que l'on tente, c'est d'emmener de temps à autre les acteurs, deux par deux, à la promenade, pour qu'ils se dégourdissent un peu les jambes en bavardant. Mais au cinéma, ce que le spectateur perçoit le plus vivement, malgré tout ce qu'on a pu en dire, c'est la coupe et le rythme du débit de l'image. C'est assez dire combien un film tel que Tony peut paraître uniforme. Les comédiens ont beau élever souvent la voix, tout est du même ton, comme dans une musique qui aurait bien des pianos et des fortés, mais dont la mesure serait imperturbable, de la première note à la dernière. Impossible que l'on soit pris une seule minute par l'action. Dans des scènes culminantes comme les querelles du Belge et de l'Espagnol, la gaucherie de l'exécution, presque incroyable en 1935, coupe net tous les effets. Le Belge lève la main, lance un juron. Silence. Changement de plan. On voit le nourrisson de l'Espagnol. On braque le microphone pour l'entendre crier. Puis nous passons à sa mère, qui a elle aussi son mot à dire. Autant vaudrait donner l'illusion d'une bataille avec une lanterne magique où, sur chaque morceau de verre, serait peint un combattant différent. D'autres effets, comme la fuite désespérée de Tony sur le pont, sont préparés de si loin qu'ils perdent tout pouvoir. Nous avons vu, à la présentation du film,
des spectateurs quittaient la salle en plein drame, au moment où l'Espagnol venait de tuer. C'est un bien mauvais signe pour la carrière de Tony. On pouvait avoir le rendez-vous le plus urgent, on l'oubliait parfaitement dans les péripéties de L'Évadé ou de simples films policiers bien faits qui n'étaient que de simples théorèmes à côté des affreuses circonstances de Tony. Remarquons encore que ce film, tourné presque entièrement en plein air, reste beaucoup plus artificiel, beaucoup moins typique d'une région que des quantités de productions réalisées avec quelque intelligence en studio. Moins heureux que M. Charles Maurras, qui a pu rayer de son paysage natal la formidable ferraille du viaduc de Caronte, c'est à peu près tout ce que nous connaissons de Martigues avec M. Jean Renoir. La photographie est si terne, sa mise en page si malheureuse, que ce film, si ce n'était l'accent, pourrait aussi bien être situé à Cambrai. M. Marcel Pagnol a choisi quelques-uns de ses interprètes favoris. M. Blavette, dont c'est le premier grand rôle, M. Delmont, l'admirable Amédée d'Angèle, M. Andrex, spécialisé dans les petits nervis prudents. Ce sont les meilleurs du lot, mais combien réticents auprès des autres films qu'ils ont déjà joués. On a voulu leur laisser la bride sur le coup, pensant qu'ils vivraient mieux leur rôle. Mauvaise méthode. Ils paraissent cette fois incertains sur ce que l'on réclame d'eux. Ils ne se risquent qu'à tâtons. Leurs textes jurent avec leur physique si vrai. Pour les autres personnages, les auteurs n'ont guère eu la main heureuse. Il y a encore une petite troupe de chanteurs corses, avec quelques belles chansons, mais on les fait intervenir aussi arbitrairement et maladroitement que des comparses d'opéra comique. À la suite d'une réponse de Marcel Pagnol à ce premier article, François Vineuil publiera un second article le 8 mars 1935, texte intégral. Monsieur Marcel Pagnol vient de nous informer qu'il n'était pas l'auteur des dialogues de Tony. Ces dialogues sont dus à la collaboration de monsieur Jean Renoir et de monsieur Karl Einstein. Nous en sommes très heureux pour monsieur Marcel Pagnol. À vrai dire, nous n'avons pas été seuls à commettre cette erreur. Ce n'est pas monsieur Pagnol qui est directement responsable de cette « à la manière de ». Disons, pour être plus exact, que c'est une œuvre de son école. Il n'empêche que son influence s'y exerce manifestement, que ce soit une imitation du principe pagnolesque de son ton, de sa conception du cinéma, avec tous les poncifs que cela comporte. Nous continuons à regretter que M. Marcel Pagnol exploite ou fasse exploiter autour de lui assez systématiquement un filon qui est loin d'être inépuisable, qui demeure trop exclusivement littéraire. Pour ne donner qu'un exemple de nos déceptions, dans une demi-douzaine de films pagnolesques, situés entre Marseille et Digne, nous n'avons pas encore trouvé un seul paysage nous restituant véritablement la lumière et les lignes de la terre provençale. Nous le regrettons obstinément, parce que nous admirons le talent, la charmante facilité de M. Pagnol, que nous avons la plus vive sympathie pour son entreprise cinématographique, où il s'est engagé tout entier, dont il a voulu rester le seul maître. On serait navré qu'un esprit de système, une sorte de dédain pour le cinéma, l'empêcha de jouer le rôle que l'on attend de lui.